Bonjour à tous et bienvenue sur Toi-même tu peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valancic et Toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Zuckerman, jeune femme franco-américaine de 26 ans. C'est aujourd'hui la conseillère en communication digitale auprès d'Édouard Philippe. On pourrait dire la madame réseaux sociaux du Premier ministre qui assure et garantit sa présence sur Insta, Facebook et tutti quanti. Mais avant ça, elle a travaillé sur la campagne d'Alain Juppé lors des primaires de 2017 et encore avant, elle était engagée auprès des jeunes pour Barack Obama sur un campus aux États-Unis. Dans cet épisode, on va donc revenir sur son parcours, comment elle en est venue à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, à travers son identité, ses engagements, ses motivations, pour savoir au fond ce qu'elle a tiré de tout ça et inspirer d'autres jeunes à passer à l'action. Bonjour Eve. Bonjour. Eve, j'aimerais savoir déjà comment tu parles de ce que tu fais à tes parents. Mes parents sont pas... Enfin, mon père n'est pas très technologie et ma mère est très technologie, donc ça dépend, mais... pour expliquer à mes parents ce que je fais, je leur dis que je m'occupe de gérer la présence sur les réseaux sociaux du Premier ministre et simplement de raconter, d'expliquer son action et l'action du gouvernement de manière directe auprès des citoyens. C'est quoi justement ton quotidien concrètement ? Je suis le Premier ministre sur tous ses déplacements et il se déplace beaucoup. Ces journées sont assez remplies. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est le cas. J'explique ce qu'il le fait au moment où il le fait. Et je travaille avec les conseillers, les équipes dans les différents ministères pour essayer d'expliquer le mieux que possible des choses qui sont parfois très techniques, qui sont de l'ordre de la politique publique et de les rendre accessibles. Voilà, par exemple, un extrait d'une vidéo postée sur le compte Twitter d'Édouard Philippe, où il exprime lui-même la nécessité de faire de la pédagogie. Il y a aussi, et je crois qu'on peut le dire, et après tout, si on se reporte à nos 20 ans, une assez grande méconnaissance du système de retraite actuel. Quand on a 23 ans, on ne pense pas spontanément au fonctionnement du système de retraite dans le métier qu'on choisit, et encore moins dans un autre métier, parce qu'on ne sait pas si on va en changer. Et donc, c'est vrai qu'il faut expliquer ce qu'on veut faire. Quand est-ce que tu t'es dit finalement, moi je veux travailler en politique ? Il n'y a pas eu une journée où je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je veux m'engager en politique. J'ai toujours été d'un état d'esprit à me dire, en général, quand je vois un problème, j'aimerais faire partie de la solution. Donc ça a pris tout un tas de formes qui n'ont pas du tout commencé par un poste dans un cabinet ministériel. Quand j'étais au lycée, j'étais active dans la vie du lycée, que ce soit par le journal lycéen ou le conseil de la vie lycéenne. D'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes qui écoutent le podcast. La presse lycéenne, c'est vraiment un super moyen de commencer à se poser les bonnes questions et à s'ouvrir au monde qui nous entoure, sans nécessairement se dire qu'on va devenir journaliste ou qu'on va s'investir dans la vie publique. Mais en tout cas, moi, c'est une des premières choses que j'ai faites. Et après, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait mes études à Chicago, mes études après le bac à Chicago. Et on était en 2011. C'était la réélection de Barack Obama. Et je suis française et américaine. Et donc, c'est pareil. Je voulais faire partie d'un mouvement qui portait des idées que je soutenais. Donc, j'ai préféré faire partie de la solution plutôt que de rester à observer passivement. Et c'est comme ça, à chaque étape en fait de mon parcours, que j'ai milité, j'ai travaillé avec des ONG, j'ai travaillé dans des campagnes, maintenant au gouvernement. Donc, ça prend plusieurs formes, en fait. C'est pas juste d'un jour à l'autre, je veux être dans la politique. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je conçois mon parcours ou que je suis arrivée là où je suis. Quand tu disais, quand je vois un problème, j'ai envie de le résoudre, justement, c'est quoi le problème que tu veux résoudre à travers ton engagement politique ou quel a été, je ne sais pas, les problèmes que tu as eu envie de résoudre ? Ça change, ça dépend évidemment
du moment dans ma vie dont on parle. Quand j'étais à Chicago, par exemple, je voyais bien le problème de la violence par arme à feu, où c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé et qu'on pouvait vivre d'assez près quand on vivait, si on vivait à Chicago. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est le problème que je cherche à résoudre aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est le lien entre ce que fait le gouvernement et le citoyen. Donc, moi, je ne joue qu'une part absolument minuscule dans tout ça, mais je pense que c'est un problème extrêmement important qui touche à plein de choses. La santé de notre démocratie, la vision que les citoyens peuvent avoir de leurs dirigeants, de l'action du gouvernement, du rôle de l'État dans leur vie. En tout cas, je pense que c'est un problème, ou en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et auquel j'espère contribuer une toute petite partie de la réponse. Comment tu t'es retrouvée aujourd'hui à faire ça ? En fait, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc, dès le début de mon engagement, je me suis intéressée, notamment pendant la campagne de Barack Obama, au lien entre engagement politique, mobilisation citoyenne et numérique. Et en fait, pour moi, le numérique, à ce moment-là, et dans le rôle qu'il peut jouer dans la mobilisation citoyenne, c'est vraiment d'ouvrir l'accès aux campagnes, à la place publique, à des personnes qui, avant, n'auraient pas forcément eu accès. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde traditionnellement la manière dont on pouvait s'engager en politique, souvent, il fallait connaître quelqu'un ou savoir où était la permanence du parti, connaître le nom du député, etc. Il fallait, d'une manière ou d'une autre, toucher à un réseau existant ou en faire partie. Et je pense que le numérique a ouvert très grand les portes de l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Encore une fois, quand je dis le numérique dans l'engagement citoyen, ça prend plein de formes. Et je pense qu'elles sont toutes importantes. Pour Barack Obama, tu penses à quoi quand tu disais le numérique, en l'occurrence, sur cette campagne ? Le numérique, donc il y a deux choses. Il y a le numérique dans le sens outil de communication. Je peux partager mon message au plus grand nombre, avec le plus grand nombre. Donc, par exemple, les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le numérique comme outil. Quelque chose de très basique, un site internet qui est accessible à tous avec un lien d'inscription pour dire vous pouvez n'importe qui venir de n'importe où, on ne regarde pas votre nom de famille, on ne regarde pas votre salaire mensuel. Si vous voulez nous aider et rejoindre notre combat et faire partie de notre cause, que ce soit encore une fois une campagne électorale ou que ce soit pour une cause environnementale ou autre, ce mécanisme-là qui en fait s'appuie sur des outils nouveaux et une culture nouvelle, moi, je trouve qu'il est extrêmement précieux et c'est ça qui m'a intéressée et c'est dans ce mouvement-là, en fait, que mon parcours s'inscrit, en fait. Concrètement, comment ça se passe, une campagne de Barack Obama, par exemple ? Oula, vaste sujet. Alors, pour commencer, moi, j'étais bénévole. Donc, j'aidais à mobiliser les étudiants du campus de l'Université de Chicago. Des bénévoles, il y en avait beaucoup. Donc, je veux pas... j'étais pas dans les hautes sphères de la campagne de Barack Obama. Donc, comment ça s'organise toute une campagne ? En réalité, aux États-Unis, c'est beaucoup plus professionnalisé, structuré que ce qu'on peut voir en France. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu des normes qui sont partagées dans toutes les campagnes, que ce soit à l'intérieur d'un parti ou d'un parti à un autre, qui sont, on a l'équipe communication, on a l'équipe de terrain, ce qui s'appelle field organizing en anglais, c'est l'équipe de mobilisation sur le terrain. On a l'équipe de la data, de l'analyse des données. On a l'équipe de levée de fonds et la recherche. En fait, il y a aussi un gros volet de suivi de ce qu'ont dit les opposants, ce qu'a dit le candidat. Encore une fois, c'est un milieu qui est beaucoup plus professionnalisé et structuré d'une certaine manière qu'en France, où les montants investis dans les campagnes ne sont pas du tout les mêmes, ce qui est une bonne chose à mon humble avis. Parce qu'il y a une limitation de budget par campagne. Donc il y a des limitations de budget qui n'ont rien à voir. Aux États-Unis, on peut dépasser le milliard de dollars. C'est juste des milieux qui sont presque difficilement comparables, en fait. Après, on a les personnes qui sont payées pour organiser, pour structurer l'équipe de campagne.
directeurs, les directeurs au niveau national, au niveau de chaque État. Et puis après, à l'intérieur de chaque État, les territoires sont découpés en zones. Et puis après, on a des armées de bénévoles qui sont recrutés. Et dans le cas de la campagne d'Obama, il y avait plus de 2,2 millions de bénévoles, si je ne dis pas de bêtises. Et pour en arriver à des niveaux pareils, il faut forcément une organisation qui dépasse le bouche à oreille, qui dépasse la carte de visite échangée sur un coin de table et qui en fait s'appuie sur des outils numériques de suivi de qui veut s'engager, sous quelle forme, quelles opportunités d'engagement est-ce qu'on peut leur donner. Et c'est là-dessus que la campagne, enfin sur plein de choses, mais la campagne de Barack Obama était notamment très en pointe sur ces sujets-là. Et toi, très concrètement, ton rôle, c'était, tu disais, structurer le pôle des bénévoles sur le campus, c'est ça ? Alors moi, je fais partie d'une équipe qui était chargée de susciter l'enthousiasme et mobiliser les étudiants de l'Université de Chicago à aller faire des actions de mobilisation dont la nature était déterminée autre part qu'à notre niveau, parce que la mobilisation citoyenne est en fait aux États-Unis considérée vraiment comme un facteur qui peut changer le nombre de votes en notre faveur. Ça va plus loin que montrer qu'on a des gens derrière nous, de remplir les salles de meeting. Il y a une vraie science de il faut recruter combien de bénévoles pour frapper à combien de portes, avec un taux d'ouverture moyen de combien. Donc ça veut dire que si on a tant de portes frappées, il y en a tant qui vont s'ouvrir, et à l'intérieur de ces maisons-là, quelle est la proportion de personnes qui va répondre favorablement, et à qui ensuite on peut demander soit de s'engager, soit de soutenir financièrement. Voilà, tout ça, c'est vraiment devenu une science aux États-Unis. Donc nous, on était les bénévoles sur le terrain à qui on disait rassembler un groupe et après emmenez-les là. Et là, dans notre cas, par exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'aller frapper à des portes à Chicago. La ville de Chicago était totalement acquise à Barack Obama. Quel était l'intérêt de prendre ses forces vives pour leur dire d'aller frapper à des personnes qui étaient déjà ultra mobilisées, d'aller voter pour Barack Obama, ce qui était déjà prévu. Donc, ils nous ont envoyés dans l'Indiana, si je ne dis pas de bêtises, pour aller frapper aux portes. D'ailleurs, Barack Obama a adressé des remerciements chaleureux à son équipe de campagne, ainsi qu'à tous les bénévoles, lors de son discours de victoire le 7 novembre 2012. To the best campaign team and volunteers in the history of politics. Donc ça, c'était en 2011. Ça, c'était en 2012. 2012. Moi, je suis arrivée, voilà. Oui, ok. Et donc après, 2011-2012. T'es revenue en France, c'est ça ? Moi, je suis revenue en France en 2015. Je suis revenue à Paris pour m'occuper de la stratégie numérique de la campagne d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre de 2016. Et comment ça s'est passé ? Enfin, comment passer de Barack Obama à Alain Juppé ? Tu dis, je suis venue pour, j'ai déménagé. Donc, comment ça s'est organisé concrètement ? Enfin, tu peux nous en dire plus ? Bon, alors j'avais un ami qui était bénévole dans les tout débuts de la campagne d'Alain Juppé et qui m'a dit, on est en train de construire un truc de dingue, c'est vraiment ce à quoi on croit, et en plus, il cherche quelqu'un comme toi pour s'occuper du numérique. Il faut vraiment que tu rencontres l'équipe et que tu vois si ça t'intéresse pas. Moi, je finissais mes études. Il y avait un certain nombre d'opportunités différentes selon que je prévois de rester aux États-Unis, de revenir en France. C'était pas encore tranché, donc tout le champ des possibles était un peu encore ouvert. J'ai rencontré l'équipe. Et je devrais dire de manière très claire, moi j'étais déjà convaincue par la personne d'Alain Juppé dans cette primaire et pour la présidentielle. Et bon, chacun fait les choses différemment, mais on me demande souvent, je suis désolée, je fais une parenthèse, mais on me demande souvent est-ce que tu travaillerais pour n'importe qui ? Puisque moi j'étais salariée de la campagne, c'est mon métier de travailler dans ce domaine-là. Donc on me dit est-ce que c'est juste un métier et tu le ferais pour n'importe qui ? La réponse est non. C'est vraiment un métier
c'est un métier parce qu'il faut bien manger, mais la raison de faire, c'est la passion, c'est de vraiment croire en ce qu'on fait. Et donc non, je pourrais jamais travailler pour une cause ou pour une personne en qui je crois pas à 200%. Donc, quand je suis revenue en France, c'était déjà parce que je croyais en Alain Juppé et qu'une connaissance commune m'avait mis en contact avec des personnes de sa campagne, de son tout début de campagne. Et quand on s'est rencontrés, ça a matché. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse partie de la solution. C'est un petit peu ce que je disais au début. Au bout d'un moment, on pouvait regarder, je pense qu'on peut toujours, mais on pouvait regarder la situation avant la présidentielle de 2017 et se dire qu'il y avait des risques. Je pense qu'il y avait quand même un certain nombre de raisons de s'inquiéter de la possible montée de l'extrême droite. Et ça a été entre autres, mais quand même un facteur important de pourquoi j'ai décidé de m'engager à plein temps pour faire partie de la solution. Et pour moi, la solution, c'était l'élection d'Alain Juppé. Comme elle l'a mentionné, Ève parle de la campagne d'Alain Juppé dans le cadre des primaires de la droite et du centre pour désigner le ou la candidate qui représenterait cette famille politique à l'élection présidentielle de 2017. Alain Juppé est allé au second tour, mais il a finalement perdu face à François Fillon. Voici un extrait de son discours à la suite de cette défaite. Et maintenant, à vous de continuer. À vous, jeunes Françaises et Français tout particulièrement, à qui l'avenir appartient. Continuez sur le chemin que nous avons tracé dans cette campagne, pleine de dignité, je l'ai dit, mais aussi d'enthousiasme. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience de campagne ? Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? J'ai appris énormément en réalité, sur moi-même, sur la manière dont fonctionne la politique, de la manière dont on fait bouger les choses en France. Je pense que c'est extrêmement... Moi, je trouve, et je pense qu'une campagne, qu'on gagne ou qu'on perde, en l'occurrence, nous, on a perdu, c'est extrêmement formateur. Ça en dit, il y a quand même, c'est quand même une campagne. C'est la start-up la plus rapide possible en fait. On est censé lever des fonds, mobiliser des gens, trouver un endroit, trouver un local, partager un message et susciter un mouvement en réalité. Dans des délais extrêmement courts et avec vraiment très, très peu de moyens. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible quand on parle d'argent et de campagne électorale. Mais toute campagne démarre souvent dans un bistrot, sur un coin de table, avec peu de personnes, et devient au fur et à mesure un petit local. Nous, on a eu un petit local, et puis après, on a eu le local un petit peu plus grand. Mais ça passe vraiment par toutes les étapes. Et donc, ça demande de savoir être réactif, de savoir tout faire, d'être adaptable. Et on n'a jamais l'occasion de dire... Alors que même moi, j'étais salariée, donc j'avais déménagé, j'étais payée pour travailler à plein temps dans la campagne. Mais dans une campagne, le scénario où on dit « Ah, mais non, mais ça, c'est pas ma responsabilité, ça. Ça, c'est pas dans la fiche de poste, comme on pourrait faire dans un métier normal. Ça n'existe pas. Et il faut simplement que la machine tourne. Et moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment des rencontres extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes avec qui je travaille aujourd'hui, que j'ai rencontrées dans la campagne. Et on rencontre beaucoup de personnes qui, soit, quand elles arrivent, sont déjà des personnes assez accomplies et qui savent faire et connaissent un nombre de choses absolument incroyables, soit, comme ça a été mon cas et le cas des autres personnes qui avaient mon âge, qui étaient dans la campagne et qui étaient bénévoles pour la plupart, on se découvre soi-même d'une certaine manière. On se découvre des capacités à régler des problèmes qu'on ne savait pas qu'on savait faire, simplement parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et moi, je pense que c'est une super expérience dans tous les cas. Les municipales arrivent. Je pense que c'est intéressant vraiment de regarder s'il n'y a pas moyen de s'engager près de chez soi. Bon, personnellement, le premier critère, évidemment, c'est d'y croire. C'est d'être motivé par la personne, par le projet. Mais ce sont vraiment des expériences dont on peut tirer énormément. Quel
conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait justement s'engager sur une campagne, là par exemple pour les municipales ou autre chose, intégrer une équipe de campagne? Fais-le et rends-toi utile de toutes les manières possibles. Il faut, si on rentre dans une campagne, c'est vraiment, il faut y aller ouvert d'esprit et avec la volonté d'être utile de toutes les manières possibles. Je pense qu'il ne faut pas forcément arriver en disant moi je vais m'occuper de ça, à moins que vous soyez l'expert absolu de je ne sais pas quel sujet. Auquel cas, oui, peut-être qu'il faut arriver spécifiquement pour partager son expertise. Mais souvent à notre âge, et souvent avec les sets de compétences qu'on peut avoir, qui peuvent être un peu différenciants par rapport à ce qui existerait déjà dans le début d'équipe de campagne qu'on peut rejoindre, il faut vraiment arriver en disant « je me rends utile ». Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement apprécié, de valoriser, et dont les personnes dans la campagne se souviendront qu'on gagne ou qu'on perde, de quelqu'un qui était tout le temps prêt à se rendre utile, qui était motivé, qui cherche la solution, qui est débrouillard. Je pense que c'est vraiment utile dans une campagne, et en étant dans cet état d'esprit-là, c'est là où on se permet d'apprendre le plus sur la manière dont les choses fonctionnent, parce qu'on peut en fait avoir accès à tout type de responsabilités, selon les opportunités qui se présentent et les besoins surtout qui se présentent. Après cette expérience de campagne auprès d'Alain Juppé, comment finalement tu as rejoint en 2017 finalement le cabinet d'Édouard Philippe, Premier ministre? Alors, entre les deux, j'ai travaillé un petit peu dans le privé. Et quand le Premier ministre a été nommé, il y a certaines personnes avec qui j'avais travaillé pendant la campagne qui ont été appelées auprès de lui et qui, à leur tour, m'ont demandé si je voulais les rejoindre. Donc, en fait, c'était aussi par les rencontres que j'avais faites pendant la campagne et les compétences que j'avais acquises ou renforcées pendant la campagne d'Alain Juppé. Mais si je peux juste dire une chose, parce que j'ai l'impression que trop souvent, pour les personnes qui réfléchissent à l'impact positif qu'elles peuvent avoir, on exclut du champ des possibles l'État, la politique, la possibilité de s'engager. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, ce serait « c'est pas pour moi, c'est pas possible. Moi, je suis pas une arc, je suis pas faite pour faire ça, j'ai pas fait de grande école ». C'est dommage parce que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce que tous ceux qui disent j'ai pas fait l'ENA, donc je peux pas aller travailler dans le service public, ou je peux pas aller travailler dans la politique, ça fait que si on veut recruter des personnes qui ont des profils un peu différents, on n'a pas forcément l'opportunité. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En fait, il y a quelque chose de très noble, je trouve, à dire je vais essayer de trouver une solution, je vais mettre autour de la table les différentes parties prenantes, on va les écouter, on va essayer de trouver un compromis, on va être dans la nuance, dans la solution, au-delà de simplement constater un problème, d'essayer vraiment de faire partie de la solution. Donc, pourquoi pas l'État ? Pourquoi pas la politique ? Évidemment que ça peut être une ONG, une association, mais ça pourrait aussi être à l'intérieur de l'État, par exemple. Et l'État est prêt, d'après toi, justement, a envie d'accueillir ou dans des structures plus institutionnelles du pouvoir des personnes qui n'ont pas forcément justement la tête de l'emploi tel que les jeunes le projettent, le voient? Je pense que en tout cas, moi, j'espère que c'est un mouvement qui se fera dans les deux sens. Mais quand je dis ces serpents qui se mordent la queue, c'est-à-dire c'est difficile de plaider pour qu'on recrute plus de profils un peu différents, qui ont des compétences un peu différentes, s'ils ne se présentent pas. Mais effectivement, c'est un effort à faire dans les deux sens. Je pense que c'est à l'État, c'est à nous de faire un effort, d'expliquer ce qu'on fait, d'ouvrir la porte, de nous rendre accessibles. Et c'est aussi aux citoyens de se poser la question, pourquoi pas moi ? Pourquoi mon engagement ne prendrait pas aussi cette forme-là ?
Super, merci. Je veux juste savoir si effectivement tu as peut-être des recommandations de choses à lire, des séries que tu aurais vues récemment ou des choses à écouter qui t'ont plu ou même qui ont peut-être pu contribuer à nourrir ta réflexion. The Great Hack, le documentaire sur Netflix, mais je pense que c'est très récent et c'est très lié à l'actualité, donc c'est pas tellement ce qui m'a nourri. Après, moi, quand je commençais, une des manières dont j'essayais de mieux comprendre comment l'environnement d'une campagne se construisait, en fait, comment toutes les briques qui font une campagne fonctionnaient ensemble. Je lisais beaucoup les blogs et après les livres des personnes qui étaient à l'origine qui étaient très impliqués en politique, qui étaient à l'origine des campagnes, des livres aussi de militants. Enfin, c'est intéressant de regarder des retours d'expérience internes. Quand on parle de politique, souvent entre nous et peut-être plus les jeunes, je sais pas, mais on a tendance à voir que l'écume des vagues et tout ce qui est très visible, les scandales, etc. Et on voit pas tout ce qui n'est pas spectaculaire. Tout ce qui fait le quotidien, notamment des personnes, des dirigeants politiques. Et parce que parfois, c'est pas sexy. Parfois, c'est plein de réunions à la suite, avec des gens très différents autour de la table, parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord. C'est plein de points de vue qui sont pas forcément, qu'on n'a pas forcément en tête quand on regarde un sujet. On regarde un titre d'article d'un peu loin, mais en fait, quand on veut vraiment aller à la source du problème et le régler, il faut bien avoir en tête l'avis de l'un, l'avis de l'autre, les complications, ce qui fait qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait pas faire. Et donc tout ce travail-là, qui, oui, est pas forcément sexy de prime abord, en fait, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est vraiment, si on est de ceux qui se posent la question de comment est-ce que je peux avoir un impact, comment est-ce que je peux changer les choses autour de moi, il faut aller au-delà du titre de l'article, il faut vraiment rentrer dans le détail de la machinerie de l'État, de la politique publique. Et c'est aussi une très belle manière de s'engager pour son territoire ou pour son pays, comme peut l'être l'associatif, comme peut être le militantisme. Mais pourquoi pas l'engagement dans le service public et dans l'État. Et il y en a que tu identifies, des blogueurs, vlogueurs de campagne comme ça, un peu qu'on pourrait suivre ou... Le problème, c'est que quand j'étais aux États-Unis, c'était des Américains. Je lisais Politico, je lisais Nate Silver, New York Times, qui faisait des analyses de... Je suis Vox, voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en profite pour vous annoncer que cette première saison de Toi-même tu peux touche bientôt à sa fin. Et oui, vous venez d'écouter son avant-dernier épisode. Que vous ayez suivi le projet de façon ultra assidue, un peu intermittente, voire carrément épisodique, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison en répondant au questionnaire dont le lien est en description. Votre retour nous serait très précieux et promis, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Enfin, vous pouvez également retrouver en description toutes les ressources dont parle Eve Zuckerman dans cet épisode. À bientôt pour le dernier épisode. Allez, bisous.